La salle du tribunal est silencieuse, sauf pour le bruit de ses talons sur le marbre. David Matthews est assis à la table des accusés. Son avocat lui chuchote à l'oreille, mais il n'écoute pas. Il regarde le siège du juge. Il attend. Ses mains sont serrées si fort que ses articulations sont devenues blanches. L'huissier annonce « Levez-vous pour l'honorable juge Rebecca Matthews ». Et le monde de David s'arrête. Parce que la femme qui franchit cette porte, robe noire flottante, menton levé, regard droit devant, c'est son ex-femme. La femme qu'il a laissée sans rien il y a 4 ans, alors qu'elle était enceinte de 7 mois de leurs jumeaux. Rebecca ne le regarde pas. Pas encore. Elle s'assoit avec grâce. Elle arrange ses papiers. Elle fait un signe à l'huissier. Son visage est un masque de professionnalisme. Mais David le voit. Ce petit serrement à peine visible au coin de sa bouche. Cette seconde supplémentaire qu'il lui faut pour prendre son stylo. Elle sait exactement qui il est. Et maintenant elle tient son destin entre ses mains. « Monsieur Matthews, dit-elle, sa voix stable, tranchante comme une lame. Vous êtes ici pour demander la garde principale d'Emma et Ethan Matthews. C'est exact ?» Son avocat se lève. « Oui, votre honneur. » Les yeux de Rebecca rencontrent enfin les siens. 4 ans de silence passent entre eux dans ce seul regard. Alors commençons. 4 ans et 3 mois plus tôt. L'appartement sent la peinture fraîche et les promesses brisées. Rebecca se tient au centre du salon. Leur salon. Elle est entourée de cartons à moitié remplis et de meubles qu'ils ont choisis ensemble. Sa main repose sur son ventre gonflé. Elle sent les jumeaux bouger. Ils sont actifs ce soir. Ils le sont toujours quand elle est stressée. David charge sa valise dans sa voiture. Elle peut l'entendre à travers la porte ouverte. Il fait plusieurs voyages. Il est efficace et méthodique. Comme s'il quittait un hôtel, pas sa femme enceinte. « Tu fais vraiment ça ?» dit-elle quand il revient chercher une autre charge. Ce n'est pas une question. Il ne la regarde pas. « Rebecca, nous avons déjà parlé de ça. » « Non, toi tu as parlé de ça. Tu as pris une décision et tu me l'as annoncé. Ce n'est pas la même chose. » Il prend un carton de ses livres. « Je ne peux plus faire ça. Le mariage. Ça ne marche pas. Je suis enceinte de 7 mois, David. » « Je sais. De jumeaux. Je sais ça aussi. » Il rencontre enfin son regard. Il y a quelque chose de dur là, qu'elle ne reconnaît pas. Quelque chose qui n'était pas là quand ils se sont mariés il y a 3 ans. C'est pourquoi je dois être honnête maintenant, avant qu'ils naissent, avant que les choses deviennent encore plus compliquées. Elle sent quelque chose se briser dans sa poitrine. Plus compliqué que de quitter ta femme enceinte? Je ne quitte pas les bébés. Je paierai la pension alimentaire. On trouvera un arrangement pour la garde. Tu ne m'entends pas? Sa voix se brise. Je ne peux pas me permettre cet endroit toute seule. Je suis assistante juridique, David. Tu sais combien je gagne. Et je vais bientôt prendre un congé de maternité, un congé non payé pour avoir tes enfants. Il pose le carton. Pendant un moment, elle pense qu'il reconsidère peut-être, que la réalité commence enfin à s'installer. Tu devrais parler à un avocat, dit-il plutôt. Voir tes options. Mes options? Elle rit, mais ça sort étranglé. Mon option, c'est toi. Mon option était censée être nous, construire une vie ensemble, élever ces bébés ensemble. Je suis désolé. Il reprend le carton. Je le suis vraiment, mais je ne peux pas rester dans quelque chose qui me rend si malheureux. Et mon bonheur à moi? Il ne répond pas. Il sort simplement par la porte. Elle reste là, la main sur son ventre, sentant les jumeaux bouger en elle, sentant tout ce qu'elle pensait solide se dissoudre dans l'air. Le bail est aux 2 noms, mais elle sait ce qui arrive. La famille de David a de l'argent. David a un bon avocat. David retombe toujours sur ses pieds. C'est elle qui va tomber. Aujourd'hui. La salle du tribunal. Rebecca examine la demande de garde devant elle. L'avocat de David a soumis un dossier épais documentant les 4 dernières années. Carrière réussie. Logement stable. Nouveau mariage avec une femme nommée Jennifer. Référence de caractère excellente. Ce que le dossier ne montre pas. La première année de vie des jumeaux, quand Rebecca était seule. Quand elle se réveillait toutes les 2 heures pour nourrir 2 bébés hurlants dans un studio qu'elle pouvait à peine se permettre. Quand elle choisissait entre payer la facture d'électricité et acheter des couches. Quand elle se tenait dans la salle de bain à 3 heures du matin, tenant un bébé qui pleure dans chaque bras,
se demandant comment elle allait survivre un autre jour. L'avocat de David parle. Votre honneur, Monsieur Matthews a considérablement augmenté son implication avec les enfants au cours des 18 derniers mois. Il exerce ses droits de visite de manière constante, assiste aux fonctions scolaires et maintient un environnement stable et nourrissant. Maître Patterson, interrompt Rebecca. J'ai lu le dossier. Ce qui m'intéresse, c'est le vide. Les dossiers financiers de Monsieur Matthews montrent des paiements minimaux de pension alimentaire pendant les 2 premières années de vie des enfants. Pouvez-vous expliquer cela? Elle voit David bouger sur son siège. Bien, qu'il se tortille. L'avocat s'éclaircit la gorge. Votre honneur, Monsieur Matthews traversait des difficultés financières pendant cette période. Il était entre 2 emplois et... Entre 2 emplois. Rebecca regarde les documents. Selon ceux-ci, il était employé chez Brennan et Associés 3 mois après la naissance des enfants. C'est un cabinet de conseil prestigieux. Salaire de départ. Elle tourne une page. 90 000 $ par an. Où étaient les paiements de pension alimentaire, Maître Patterson? L'avocat hésite. Il y avait un différend sur le montant, Votre honneur. Les parties tentaient de négocier. Pendant 2 ans? Votre honneur, dit l'avocat de David prudemment, si vous sentez qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts dans cette affaire. Le regard de Rebecca est glacial. Suggérez-vous que je me récuse, Maître Patterson? La salle d'audience devient silencieuse. Non, Votre honneur, bien sûr que non. Bien, parce que je suis parfaitement capable d'être impartial dans les affaires devant cette cour. Cependant, je ne suis pas impartial face aux faits. Et les faits montrent un modèle de négligence financière qui me préoccupe profondément quand je considère l'intérêt supérieur de ces enfants. Elle regarde David. Vraiment le regarde. Il a bien vieilli. Mieux qu'elle, probablement. Son costume est cher. Sa coupe de cheveux est fraîche. Il ressemble à un homme qui a eu le luxe de se concentrer sur lui-même. Nous prendrons une pause de 15 minutes, dit-elle. Quand nous reviendrons, je veux entendre Madame Rodriguez. C'est la thérapeute des enfants. Rebecca a lu son rapport 3 fois. Et Monsieur Matthews, j'aurai des questions pour vous aussi. Elle se lève. Tout le monde se lève. Alors qu'elle sort vers son bureau, elle peut sentir les yeux de David dans son dos. 3 ans et 8 mois plus tôt. Rebecca perd les os à l'épicerie. Elle tend la main vers une boîte de lait en poudre, la marque Bon Marché, celle qui est en solde, quand elle le sent. Une chaleur qui coule le long de ses jambes. Une contraction soudaine et aiguë qui lui coupe le souffle. « Oh non !» murmure-t-elle. « Non, 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 pas encore, vous n'êtes pas attendu avant 3 semaines. » Mais les jumeaux ont leur propre calendrier. Un employé du magasin la trouve appuyée contre l'étagère, respirant fort, et appelle le 911. Rebecca s'assoit sur le sol de l'allée 7, entourée d'étrangers, essayant de ne pas paniquer. Essayant de ne pas penser au fait qu'elle est seule. Que la personne qui devrait être là, tenant sa main, lui disant que tout ira bien, vit dans un loft du centre-ville avec sa nouvelle petite amie. Elle n'a pas encore dit à David pour la petite amie. Elle l'a appris par un ami commun. Apparemment, ils étaient ensemble depuis 6 mois. Depuis avant que David parte. Depuis avant les cartons et l'appartement à moitié emballé, et le « je ne peux plus faire ça ». Une autre contraction frappe. Elle halète. L'ambulance arrive. Les ambulanciers sont gentils. Ils demandent s'il y a quelqu'un qu'ils devraient appeler. « Non », dit Rebecca. « Il n'y a personne. » À l'hôpital, tout va vite. Les jumeaux arrivent tôt. Ils sont en détresse. Le docteur utilise des mots comme « césarienne d'urgence » et « soins intensifs néonatales et complications ». Rebecca signe des formulaires avec des mains tremblantes. On la roule dans une salle d'opération pleine d'étrangers en masque. « Y a-t-il un père ?» demande quelqu'un. « Quelqu'un que nous devrions prévenir ?» Rebecca ferme les yeux. « Non, il n'y a pas de père. C'est un mensonge, mais ça semble vrai. » La chirurgie est un brouillard, lumière vive, voix, le son de son propre cœur dans ses oreilles. Trop rapide, trop fort. Et puis, des pleurs. 2 petites voix, pleurant ensemble. 2 garçons en bonne santé, dit le docteur, les plaçant brièvement sur sa poitrine. « Emma et Ethan, c'est ça ?»« Oui, » murmure Rebecca, regardant leurs visages parfaits et minuscules. « Emma et Ethan. Mais Emma n'est pas un garçon. Emma était censé être un prénom de fille. Pour leur fille. Ils l'avaient choisi ensemble, à l'époque où ils existaient encore.
Nous corrigerons cela sur les actes de naissance, dit l'infirmière doucement, remarquant sa confusion. Rebecca veut expliquer. Veut dire qu'elle savait, qu'elle a un garçon et une fille, qu'Emma est le prénom de la fille, que David était là quand ils l'ont choisi, qu'il était censé être là maintenant. Mais elle est si fatiguée. Et les jumeaux sont emmenés aux soins intensifs pour observation. Et l'anesthésie l'entraîne vers le bas. Quand elle se réveille, il fait noir. Une infirmière vérifie ses signes vitaux. « Vos bébés vont bien », dit l'infirmière doucement. « Ils sont petits, mais ce sont des battants. Vous pourrez les voir dans quelques heures, une fois que vous serez plus stable. »« Merci », parvient à dire Rebecca. « Y a-t-il quelqu'un que vous voulez qu'on appelle? La famille? Le père ?» Rebecca tourne la tête. « Non, juste moi. » L'expression de l'infirmière s'adoucit avec compréhension, avec pitié. Rebecca déteste cette pitié, mais elle est trop épuisée pour la combattre. Elle est seule. Elle est mère de 2 jumeaux prématurés, et elle n'a aucune idée de comment elle va faire. Mais elle le fera. D'une manière ou d'une autre, elle le fera. Aujourd'hui. La salle du tribunal. Docteur Maria Rodriguez prend la barre. C'est une psychologue pour enfants qui voit les jumeaux depuis 6 mois, depuis que David a déposé pour une garde accrue. Docteur Rodriguez, dit Rebecca, selon votre opinion professionnelle, quel est l'intérêt supérieur d'Emma et Ethan Matthews? La thérapeute choisit ses mots soigneusement. Votre honneur, les 2 enfants sont bien adaptés, intelligents et émotionnellement sains. Ils ont des liens forts avec les 2 parents. Mais, Docteur Rodriguez hésite, mais ils expriment de l'anxiété à propos des changements dans leur routine. Emma, en particulier, a exprimé des inquiétudes de quitter sa mère pour des périodes prolongées. Elle a mentionné des cauchemars, de l'anxiété de séparation. L'avocat de David objecte. Votre honneur, avec tout le respect dû aux qualifications de Dr Rodriguez, les enfants expriment souvent des anxiétés temporaires pendant les transitions de garde. Cela n'indique pas... Maître Patterson, dit Rebecca sèchement, je déterminerai ce que cela indique. Continuez, Dr Rodriguez. Emma m'a dit qu'elle a peur que si elle passe trop de temps à la maison de son père, sa mère disparaîtra comme papa a disparu quand nous étions bébés. La psychologue jette un coup d'œil à David. Je crois qu'elle traite l'abandon précoce, même si elle n'en a aucun souvenir conscient. Les enfants sentent ces choses. Ils les intériorisent. Rebecca sent quelque chose se tordre dans sa poitrine. Elle a travaillé si dur pour ne jamais dire du mal de David devant les jumeaux, pour ne jamais les laisser voir sa colère, sa douleur, pour le présenter comme un bon père qui les aime, juste dans une maison différente. Mais les enfants savent. Ils savent toujours. Et Ethan? Demande Rebecca. Ethan est plus adaptable en surface, mais il a développé des problèmes de comportement. Il se comporte mal à l'école. Il a du mal à se concentrer. Son enseignante rapporte qu'il demande fréquemment sa mère pendant la journée. Est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle sera là? David a l'air frappé. Bien, qu'il entende cela, qu'il comprenne ce que son absence a coûté. Selon votre opinion professionnelle, Dr Rodriguez, quel arrangement de garde recommanderiez-vous? La thérapeute prend une inspiration. Je crois que l'arrangement actuel, garde principale avec la mère, visite régulière avec le père, devrait continuer. Les enfants ont besoin de stabilité, ils ont besoin de cohérence. Des changements majeurs à ce stade pourraient être préjudiciables à leur bien-être émotionnel. L'avocat de David est debout. Votre honneur, nous aimerions contester cette évaluation. Dr Rodriguez n'a vu les enfants que pendant 6 mois. Elle base son opinion sur des données limitées. Des données limitées? La voix de Rebecca traverse la salle d'audience. Les données montrent 2 enfants qui s'épanouissent dans leur environnement actuel et expriment de l'anxiété de le quitter. Ce n'est pas limité, maître Patterson. C'est définitif. Elle se reprend. Trop d'émotions. Elle doit être impartiale, professionnelle. Mais mon Dieu, c'est difficile. 2 ans et 9 mois plus tôt. Rebecca est assise dans les bureaux de l'aide juridique, tenant Ethan endormi pendant qu'Emma s'agite dans son siège. L'avocat en face d'elle, une femme fatiguée nommée Janet, avec des yeux gentils, révise le cas de Rebecca. Il n'a pas payé de pension alimentaire depuis 14 mois, dit Janet, incrédule. Il dit qu'il essaie de s'établir dans sa carrière. Il travaille dans un cabinet de conseil et gagne 6 chiffres. Je sais. Et vous avez vécu avec? Janet vérifie les papiers.
Des économies et des cartes de crédit? Rebecca hoche la tête. Elle a dépassé la limite de 3 cartes. Elle est en retard sur le loyer. Elle a mangé des nouilles et du beurre d'arachide pour pouvoir se permettre le lait en poudre et les couches. Elle dort à peine. Son corps ne s'est pas encore remis de la césarienne. Elle est presque sûre d'avoir une dépression postpartum, mais elle ne peut pas se permettre un thérapeute pour la diagnostiquer. « Nous pouvons déposer pour l'application », dit Janet, le forcer à payer ce qu'il doit. « Est-ce que ça marchera ?» L'expression de Janet dit tout. Il a un bon avocat. Sa famille a de l'argent. Ils vont traîner ça, prétendre des difficultés financières, demander des paiements réduits. Ça pourrait prendre des années pour voir un sou. Des années. Je suis désolé, Rebecca. Le système n'est pas conçu pour la justice. Il est conçu pour protéger les gens avec des ressources. Emma commence à pleurer. Ethan se réveille et se joint à elle. Rebecca sent ses propres larmes venir mais les repousse. Elle n'a pas le temps de pleurer. Elle a 2 bébés qui ont besoin d'elle. « Qu'est-ce que je fais ?» demande-t-elle. Janet se penche en avant. « Vous survivez. Vous prenez toute l'aide que vous pouvez obtenir. Bons alimentaires, aide nutritionnelle, assurance santé publique, tout ce pour quoi vous êtes qualifié. Vous trouvez un appartement moins cher. Vous demandez de l'aide à votre famille si vous le pouvez. Et vous documentez tout. Chaque paiement manqué, chaque promesse brisée, chaque fois qu'il fait défaut à ses enfants. Pourquoi? Si le système ne va pas m'aider. Parce qu'un jour ça pourrait, dit Janet. Un jour, vous pourriez être dans une position où la documentation compte, où la vérité compte. Accrochez-vous à cet espoir. Rebecca regarde ses bébés qui pleurent. Ils ont 6 mois. Ils sont beaux. Ils sont épuisants. Ils sont tout. D'accord, dit-elle doucement. Je vais tout documenter. Elle ne le sait pas encore, mais ce moment, cette décision de garder des dossiers, de sauvegarder des courriels, de noter chaque visite manquée et chaque chèque de pension non payé, ce sera la chose qui la sauvera. Dans 4 ans, quand elle en aura le plus besoin. Aujourd'hui. Le bureau de Rebecca. Pendant la pause, le greffier de Rebecca lui apporte du café. Elle le refuse. Ses mains tremblent trop pour tenir la tasse fermement. On frappe à la porte. Son collègue, le juge Harrison, passe la tête. « Tu vas bien, Becca ?» Elle hoche la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Tu pourrais te récuser, tu sais. Personne ne te blâmerait. Il l'utiliserait contre moi. Dirait que je ne suis pas apte à prendre des décisions impartiales. Que je suis trop émotive, trop biaisée. » Harrison entre, ferme la porte. « L'es-tu? Biaisée ?» Rebecca le regarde. Harrison est juge depuis 20 ans. Il a tout vu. C'est son mentor, son ami. Si quelqu'un comprendra, c'est lui. « J'essaie de ne pas l'être, dit-elle. Je regarde les faits, les preuves. L'intérêt supérieur des enfants. C'est mon travail. Et si les faits s'alignent avec ce que tu veux personnellement ?» Elle reste silencieuse pendant un long moment. « Alors je dois croire que je suis honnête sur pourquoi, que je ne laisse pas mon histoire obscurcir mon jugement. » Et l'es-tu? Rebecca pense au cauchemar d'Emma, aux problèmes de comportement d'Ethan, aux 2 ans où David les a essentiellement abandonnés, aux difficultés financières, aux nuits où elle s'asseyait sur le plancher de la salle de bain, sanglotant silencieusement pour que les jumeaux n'entendent pas, se demandant comment elle paierait le loyer du mois prochain. Elle pense à la femme qu'elle était alors, brisée, désespérée, seule, et elle pense à qui elle est maintenant, qui elle s'est battue pour devenir. « Il ne sait pas, dit-elle soudainement. David, il ne sait pas comment je suis arrivée ici, comment je suis passée d'une assistante juridique qui pouvait à peine payer le loyer à une juge de cour familiale. » Harrison attend. « Je me suis inscrite au cours du soir quand les jumeaux avaient 18 mois. J'ai étudié pendant qu'ils dormaient. J'ai pris des prêts que je rembourse encore. J'ai travaillé à temps plein, étudié à temps plein, élevé 2 bébés à temps plein. Je n'ai pas dormi plus de 4 heures par nuit pendant 3 ans. » Sa voix est stable maintenant, forte. « J'ai réussi l'examen du barreau du premier coup. J'ai été greffière pour le juge Sullivan pendant 2 ans. J'ai créé des contacts. J'ai travaillé sur des cas. J'ai bâti une réputation. Et quand un poste de juge s'est ouvert, j'étais prête. » Elle regarde Harrison. « Je ne l'ai pas fait pour me venger. Je l'ai fait parce que je devais devenir quelqu'un qui pouvait protéger mes enfants. Quelqu'un qui pouvait leur donner de la stabilité. Quelqu'un qui pouvait m'assurer que ce qui m'est arrivé
n'arrive jamais à quelqu'un d'autre si je pouvais l'aider. Mais maintenant, David est dans ta salle d'audience. Maintenant, David est dans ma salle d'audience, acquiesce-t-elle. Et je dois décider si je peux être juste envers lui après tout ce qu'il m'a fait. Le peux-tu? Rebecca se lève, redresse sa robe. Je peux être juste envers mes enfants, et c'est ce qui compte. 1 an et 3 mois plus tôt. David se présente à sa visite ivre. Rebecca ouvre la porte et le sent immédiatement. Du whisky. Elle sort, tire la porte fermée derrière elle pour que les jumeaux ne voient pas. « Tu es ivre », dit-elle platement. « J'ai pris quelques verres. Et alors? Alors tu es ici pour prendre nos enfants de 3 ans et les conduire chez toi. Jennifer est dans la voiture. Elle peut conduire. Jennifer, ta petite amie que j'ai rencontrée exactement 2 fois, que les jumeaux connaissent à peine? Rebecca sent sa colère monter. Non, absolument pas. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mes enfants, Rebecca. Je le peux quand tu te présentes en état d'ébriété. Ce n'est pas les empêcher de te voir, c'est les protéger. Il fait un pas plus près. Elle peut voir que ses yeux sont rouges, troubles. Tu penses que tu es tellement meilleur que moi maintenant, n'est-ce pas? Aller à l'école de droit, devenir une grande avocate. Je protège nos enfants. C'est tout ce que j'ai toujours fait. Tu me punis. David. Elle garde sa voix calme, même si son cœur bat la chamade. Tu es ivre. Tu dois rentrer chez toi. Nous reporterons la visite quand tu seras sobre. C'est n'importe quoi. Il devient plus bruyant. Tu es tellement... La porte s'ouvre. Emma se tient là en pyjama, tenant son lapin en peluche. Maman, papa est là? Le cœur de Rebecca se brise. Le visage d'Emma est si plein d'espoir, si excité. Elle n'a pas vu David depuis 3 semaines parce qu'il a annulé les 2 dernières visites. David regarde sa fille. Pendant un moment, quelque chose comme de la honte traverse son visage. « Salut ma chérie », dit-il, sa voix plus douce. « On va chez toi ?» Rebecca s'accroupit. « Pas ce soir, ma puce. Papa ne se sent pas bien. Mais bientôt, d'accord ?» Le visage d'Emma tombe. « Tu avais promis. »« Je sais, et je suis désolé. » Rebecca lance à David un regard qui pourrait couper du verre. Mais nous allons reporter. Après qu'Emma retourne à l'intérieur en pleurant, David reste là un moment. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Je ne vais pas bien, Becca. » C'est la première fois qu'il l'appelle comme ça depuis 2 ans. La première fois qu'il montre de la vulnérabilité. « Alors fais-toi aider, » dit-elle. « Va aux alcooliques anonymes, vois un thérapeute, fais quelque chose, mais ne te présente plus ici comme ça. Ne brise pas leur cœur parce que tu ne peux pas te ressaisir. » Il hoche la tête. « Monte dans la voiture. » Jennifer les conduit. À l'intérieur, Rebecca tient les 2 jumeaux pendant qu'ils pleurent. Pendant qu'ils demandent pourquoi papa ne veut pas les voir. Pendant qu'ils se demandent ce qu'ils ont fait de mal. « Vous n'avez rien fait de mal, » leur dit-elle encore et encore. « Papa vous aime. Il traverse juste quelque chose de difficile. » Mais elle connaît la vérité. David traverse toujours quelque chose de difficile. Et c'est toujours plus important pour lui qu'ils ne le sont. Elle documente l'incident. Heure, date, état. Les larmes d'Emma. Ethan demandant si papa était fâché contre eux. Elle l'ajoute au dossier qui devient plus épais de mois en mois. Un jour, pense-t-elle. Un jour, ça comptera. Aujourd'hui, la salle du tribunal. Quand ils reprennent, Rebecca appelle David à la barre. Il est nerveux. Elle peut le voir dans la façon dont il ajuste sa cravate, la façon dont il s'éclaircit la gorge. « Monsieur Matthews, » dit-elle formellement, « j'ai examiné votre demande de garde principale. J'ai aussi examiné le dossier des 4 dernières années. Et j'ai quelques questions. » « Oui, votre honneur. Vous avez manqué 43 visites prévues dans les 2 premières années de vie de vos enfants. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?» Son avocat commence à objecter, mais David lève la main. « Je faisais face à des problèmes personnels, votre honneur. De la dépression. Je n'étais pas dans un bon endroit. Cherchiez-vous un traitement pour cette dépression ?» Une pause. Pas à l'époque. Quand avez-vous commencé à chercher un traitement? Il y a environ 18 mois. Donc 2 ans et demi après la naissance de vos enfants, vous avez finalement cherché de l'aide pour les problèmes de santé mentale qui vous empêchaient d'être présent dans leur vie? Oui, votre honneur. Rebecca laisse cela reposer un moment. Et pendant ces 2 ans et demi, vous étiez employé? Oui.
Vous aviez un logement stable? Oui. Vous aviez les moyens financiers de payer la pension alimentaire, ce que vous avez largement manqué de faire? La mâchoire de David se serre. Je payais ce que je pouvais me permettre. Rebecca sort un document. Selon vos déclarations de revenus de cette période, vous avez pris 3 vacances au Mexique. Vous avez acheté une nouvelle voiture. Vous avez payé pour que votre petite amie, maintenant épouse, aille aux études supérieures. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de soutenir ses enfants? La salle d'audience est silencieuse. J'essayais de me construire une vie, dit David doucement. Et la vie que vos enfants vivaient? Pendant que vous étiez en vacances à Cancun, leur mère travaillait 2 emplois pour garder un toit au-dessus de leur tête. Pendant que vous achetiez une nouvelle voiture, elle prenait l'autobus avec 2 tout petits dans une poussette double parce qu'elle ne pouvait pas se permettre les paiements d'une voiture. Pendant que vous payiez pour l'éducation de Jennifer, Emma et Ethan étaient sur l'assurance santé publique. Votre honneur, son avocat essaie d'intervenir. Je n'ai pas fini. La voix de Rebecca est d'acier. Monsieur Matthews, vous dites que vous voulez la garde principale maintenant. Pourquoi? David a l'air sincèrement confus. Parce que ce sont mes enfants. Je les aime. Les aimiez-vous il y a 2 ans quand vous avez manqué la fête d'anniversaire des mains? Je devais travailler. Un samedi? C'était une réunion importante avec un client. Plus importante que l'anniversaire de votre fille? Rebecca se penche en avant. Laissez-moi vous demander quelque chose, monsieur Matthews. Quand Ethan a commencé à avoir des problèmes de comportement à l'école il y a 6 mois, qui est allé aux réunions avec ses enseignants? Qui a ajusté son horaire de travail pour le chercher tôt pour les rendez-vous de thérapie? Qui s'est assis avec lui pendant qu'il pleurait parce qu'il avait du mal? David ne répond pas. C'était leur mère, chaque fois. Tout comme c'était leur mère pour chaque genou éraflé, chaque cauchemar, chaque jour de maladie, chaque réunion parents-enseignants. C'est elle qui s'est présentée, c'est elle qui était là. J'essaie d'être là maintenant, dit David, et il y a du désespoir dans sa voix. J'essaie de rattraper. Vous ne pouvez pas rattraper le temps perdu, monsieur Matthews. Vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez faire mieux, mais vous ne pouvez pas effacer les 3 premières années de leur vie quand vous étiez essentiellement absent. Elle voit des larmes dans ses yeux. Bien, qu'ils le sentent. Votre honneur, dit David doucement, je sais que je les ai fait défaut. Je sais que j'ai fait défaut à Rebecca. J'étais égoïste et j'avais peur et je me suis enfui quand les choses sont devenues difficiles. Mais je suis différent maintenant. Je suis sobre, je suis en thérapie. Je me suis remarié et j'ai une maison stable et je veux donner à mes enfants tout ce que j'aurais dû leur donner dès le début. C'est louable, dit Rebecca. Vraiment. Mais il ne s'agit pas de ce que vous voulez leur donner maintenant. Il s'agit de ce dont ils ont besoin. Et ce dont ils ont besoin, c'est de la cohérence, de la sécurité. Ils ont besoin de savoir que la personne dont ils dépendent ne disparaîtra pas, ne les laissera pas tomber, ne mettra pas leurs propres besoins en premier. Elle fait une pause, le regarde directement. Ils ont besoin de leur mère. 4 ans plus tôt, la nuit où David est parti. Après que David s'en aille avec la dernière de ses affaires, Rebecca s'assoit sur le plancher de l'appartement vide et se laisse enfin briser. Elle sanglote, de profonds sanglots déchirants qui secouent tout son corps. Les jumeaux donnent des coups de pied en elle, répondant à sa détresse, et cela la fait pleurer encore plus fort. Elle a 29 ans. Elle est enceinte de jumeaux. Elle a 1 700 $ dans son compte d'épargne et 3 mois restants sur un bail qu'elle ne peut pas se permettre. Son mari vient de la quitter. Elle n'a pas de famille proche. Ses parents sont morts dans un accident de voiture quand elle était à l'université. Elle a des amis, mais aucun assez proche pour demander de l'argent, de l'aide. Elle est seule d'une manière qui semble absolue. Son téléphone vibre. Un message de David. Je t'appellerai la semaine prochaine pour parler de logistique. Logistique. Comme s'il dissolvait un partenariat d'affaires, pas un mariage, pas une famille. Elle ne répond pas. Au lieu de cela, elle ouvre son ordinateur portable. Elle trouve le site web du collège communautaire local. Ils ont un programme d'assistante juridique vers avocate. Cours du soir. Elle pourrait finir son diplôme de premier cycle d'abord, puis postuler à l'école de droit. Ça prendrait des années. Ce serait impossible difficile. Mais quelle est l'alternative? Travailler comme assistante juridique pour toujours, survivant à peine,
dépendant des paiements de pensions sporadiques de David, élever ses enfants dans la pauvreté pendant que leur père construit sa nouvelle vie? Non, elle ne va pas être une victime. Elle ne va pas le laisser gagner. Elle va devenir quelqu'un qui ne peut pas être laissé sans rien. Quelqu'un qui a du pouvoir, de l'action, le contrôle de son propre destin. Elle remplit la demande pour le collège communautaire, l'envoie avant de pouvoir se dissuader. Les jumeaux donnent encore des coups de pied. Elle met sa main sur son ventre. « C'est bon », murmure-t-elle. « Nous allons aller bien. Maman va s'assurer que nous allons bien. » Ça semble être un mensonge, mais elle va le rendre vrai, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, après l'audience, Rebecca enlève sa robe dans son bureau et s'assoit dans le calme. L'audience est terminée. Elle a statué pour le statu quo. La garde principale reste avec la mère. David maintient les visites régulières. Elle lui a ordonné de suivre des cours de parentalité et de continuer la thérapie. Elle lui a aussi ordonné de payer la pension alimentaire en souffrance en entier, avec intérêt. C'est un jugement juste. Plus que juste, c'est ce que les preuves soutenaient, ce dont les enfants avaient besoin. Mais ça ne semble pas être une victoire. Il y a un coup doux. La voix de David. « Votre honneur, puis-je vous parler ?» Elle ne devrait pas. Ce n'est pas approprié. Mais elle est épuisée et à vif, et elle veut que ça finisse. « Entrez !» Il entre, semblant plus petit d'une certaine manière, défait. « Je ne suis pas ici pour argumenter avec votre jugement, » dit-il immédiatement. « Je dois dire quelque chose. » Rebecca attend. « Tu l'as fait, » dit-il doucement. « Tout ce que tu disais que tu voulais faire quand nous nous sommes rencontrés. Tu es devenue avocate, juge, tu t'es fait quelque chose. Et tu l'as fait tout en élevant nos enfants seuls, pendant que j'étais... » Il s'arrête. « Je suis tellement désolé, Becca, pour tout, pour être parti, pour ne pas avoir aidé, pour ne pas être qui ils avaient besoin, qui tu avais besoin. » Elle sent des larmes brûler mais refuse de les laisser couler. « Je ne suis pas devenu juge pour me venger de toi, David. » Je sais. Il rencontre ses yeux. « Tu es devenu juge parce que c'est qui tu as toujours été destiné à être. Je l'ai juste rendu plus difficile. »« Tu l'as rendu impossible, » corrige-t-elle. « Et je l'ai fait quand même. » Il hoche la tête. « Puis-je te demander quelque chose ? Et tu n'as pas à répondre. Mais, savais-tu, quand tu as postulé pour ce poste, savais-tu qu'il y avait une chance que je me retrouve dans ta salle d'audience ?» Rebecca considère mentir, mais elle est fatiguée des mensonges. « J'espérais, » dit-elle doucement. « Quand j'ai vu que ce district incluait le tribunal familial, j'espérais qu'un jour, tu pourrais franchir cette porte, que je serais celle avec le pouvoir, celle qui devrait décider. C'est juste. Mais je savais aussi que si ce jour arrivait, je devrais être meilleur que ma colère, meilleur que ma douleur. Je devrais mettre Emma et Ethan en premier, même si ça me tuait. L'as-tu fait? Les mettre en premier? » Elle le regarde fermement. « Lis mon jugement. » Il parle de lui-même. David reste silencieux pendant un long moment. « Il t'aime tellement, tu sais. Les jumeaux. Il parle de toi constamment. Emma veut être juge quand elle sera grande, comme maman. Et Ethan dit que sa maman est la personne la plus intelligente du monde entier. » Quelque chose dans la poitrine de Rebecca se fissure. « Ils t'aiment aussi, dit-elle. Et c'est vrai. » Malgré tout, les jumeaux s'illuminent quand David vient les chercher pour une visite. Ils reviennent pleins d'histoires sur ce qu'ils ont fait avec papa et Jennifer. Ils ont besoin de lui dans leur vie, même s'ils ne méritent pas d'être là. « Je vais faire mieux, » dit David. « Je vais être le père qu'il mérite. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer qui je suis à l'avenir. C'est tout ce que j'ai jamais voulu, » dit Rebecca. « Que tu te présentes, que tu sois présent, que tu les mettes en premier. » Il hoche la tête, se tourne pour partir, puis s'arrête. « Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi, ce que tu as construit, ce que tu es devenu. Tu es une mère incroyable, une personne incroyable. J'étais un idiot de t'abandonner. » « Oui, » dit simplement Rebecca, « tu l'étais. » Après son départ, elle reste seule dans le calme de son bureau. Elle pense à la femme qu'elle était il y a 4 ans, brisée sur le plancher d'un appartement vide, sanglotant, terrifiée. Elle pense à la femme qu'elle est maintenant, une juge, une mère, une survivante. Elle pense à la femme qu'elle devient encore. Elle pense à David,
faisant face à ses enfants dans sa salle d'audience, faisant face aux conséquences de ses choix. Elle pense à quel point il aurait été facile d'être amère, d'utiliser son pouvoir pour le punir, de laisser sa colère dicter son jugement. Mais elle ne l'a pas fait. Parce que la meilleure vengeance n'est pas la punition. C'est devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de vengeance du tout. C'est construire une vie si pleine, si riche, si significative, que la personne qui vous a blessé devient sans importance pour votre bonheur. C'est montrer à vos enfants à quoi ressemble la résilience, à quoi ressemble la force, ce que signifie survivre et prospérer malgré tout ce qui travaille contre vous. David l'a laissé sans rien, et de ce rien, elle a tout construit. Pas pour lui, pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais pour elle-même, pour Emma, pour Ethan, pour chaque femme qui a été abandonnée, qui a lutté, qui s'est demandé si elle était assez forte pour y arriver. Elle l'est, elles le sont toutes. Rebecca démarre sa voiture, conduit à sa petite maison avec la cour et les livres tapissant chaque mur et les photographies de ses enfants qui rient. Elle a un mémoire à écrire pour la demande de cour d'appel. Elle a une vie à vivre. Elle a 2 enfants qui ont besoin qu'elle continue à se présenter, continue à être forte, continue à prouver que l'amour signifie présence. Le marteau est tombé, le cas est clos, mais son histoire, leur histoire, elle s'écrit encore. Et c'est elle qui tient le stylo.